Bonsoir à tous, bonsoir Ahmed Tessa. Bonsoir, Zouk Merci, Lawan. merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes pédagogue et auteur et nous allons parler de l'école aujourd'hui et de l'école algérienne en particulier. Ahmed Tessa, la rentrée scolaire c'était hier, le 21 septembre. Il y a eu un grand quiproquo sur la date de la rentrée, fixée d'abord début septembre, puis reportée à hier 21 septembre. Selon vous, la rentrée scolaire, est-ce qu'elle doit être fixée à une date tardive, laissant plus de temps aux élèves et plus de vacances, ou plus précoce, afin de mieux répartir les apprentissages dans l'année? Ma réponse, va être claire. Nous allons questionner les spécialistes en la matière, les chronobiologistes, qui s'intéressent à l'étude des rythmes biologiques et des rythmes scolaires de l'enfant. 2 mois de vacances, c'est le grand maximum. 2 mois de vacances d'été, c'est le grand maximum. Et encore pendant ces 2 mois, l'enfant doit faire quand même des activités d'entretien pour qu'il ne perde pas pied. Mais là, nos enfants, ils ont eu 4 mois et demi. En 4 mois et demi, les élèves, une grande majorité d'élèves, aura perdu le maximum de connaissances, un maximum de connaissances et d'acquis du programme de l'année dernière. Et donc il faudrait revoir, mais il faudrait revoir ça dans l'étude ou la mise en place d'un dossier global, celui des rythmes scolaires. Et le dossier des rythmes scolaires, qui malheureusement a été mis de côté au niveau du ministère en 2012, nous avons travaillé en commission nationale avec les syndicats, avec les parents d'élèves. Nous avons élaboré un dossier. Il a été validé par l'une des célébrités des sommités mondiales des rythmes scolaires, en l'occurrence M. François Testu, qui l'a trouvé excellent dans la mesure où on l'a abordé uniquement sur l'angle pédagogique. Ce qui fait que il aurait eu un impact positif sur les apprentissages, malheureusement. Donc, que préconisent aujourd'hui les experts? Vous voulez dire que la meilleure des choses aujourd'hui pour l'élève algérien, c'est de sortir tardivement en vacances, ça veut dire en juin ou fin juin, mais débuter la rentrée scolaire début septembre. C'est ce que préconisent les experts. Oui, bien sûr. 8 semaines de congés, de vacances d'été, c'est le grand maximum. Et l'année scolaire, les apprentissages, là, en norme internationale, c'est entre 38 et 40 semaines. En Algérie, c'est entre 24 et 27 semaines. Nous avons l'année scolaire la plus courte. Et nous avons les vacances scolaires d'été les plus longues. Et selon les statistiques du ministère publiées en 2015, sur une scolarité de 13 ans, l'enfant algérien perd 2 ans et demi d'apprentissage. 2 ans et demi, ce n'est pas moi qui le dis. C'est une étude du ministère en 2015. Et vous ne considérez pas aussi que les parents sont aussi pénalisés lorsqu'on programme une rentrée aussi lointaine? Ça veut dire que après les vacances du mois d'août, généralement pour l'Aoussien, les parents reprennent le travail début septembre. Et là se pose le problème de comment garder les enfants. Est-ce que c'est un problème sérieux qui se pose aujourd'hui? Ça pose un problème aux parents, ça pose un problème aux enfants. Je rentrais le 21 septembre, après 4 mois et demi, si ce n'est pas plus, 4 mois et demi de vacances. Combien de temps lui faut-il pour qu'il reprenne ses repères d'écoliers ou de lycéens ou de collégiens? Combien de temps faut-il à l'enseignant avant de lancer le programme de l'année en cours? Combien de temps lui faut-il pour faire l'évaluation diagnostique? Où en sont les enfants? La remédiation, les révisions et les activités d'entretien, tout ça
pour qu'ils puissent repartir du bon pied et entamer le programme de l'année en cours. C'est un minimum de 10 jours, 10 à 15 jours. Est-ce que les associations de parents d'élèves jouent leur rôle aujourd'hui de vecteur de ces préoccupations, Ahmed Tessa? Oui, elles essayent avec toute la bonne volonté qu'ils ont, mais la culture pédagogique n'existe pas chez beaucoup de parents, et je dirais même dans la grande communauté éducative. Et c'est l'un des grands déficits que traîne l'école algérienne. L'absence de culture pédagogique, connaître les normes internationales par exemple, les normes scientifiques, les normes pédagogiques, pour réussir une bonne scolarité. Des écrits dans ce sens existent, et malheureusement... Il y a une trop grande complaisance aujourd'hui entre les associations de parents d'élèves et le ministère de l'Éducation nationale. Ça devrait être une force de proposition. Ça devait être une force de proposition. Est-ce que c'est toujours le cas? Bon, mon expérience, puisque j'ai longtemps travaillé à ce niveau-là, ils essayent, ils ont de la bonne volonté, mais je vous ai dit, ils traînent un déficit en culture pédagogique, donc ils ne peuvent pas argumenter. Quand ils avancent des propositions, ils n'argumentent pas. Ahmed Tessa, vous avez écrit un livre qui a beaucoup fait parler de lui, « Où va l'école algérienne ?» Ça rappelle « Où va l'Algérie » de Mohamed Boudiaf. Ce livre dépeint un portrait assez sombre de l'institution éducative. Plusieurs années plus tard, elle est partie où, l'école algérienne? Vers un horizon positif ou négatif? Écoutez, ma réponse, elle va être... je vais essayer d'être objectif au maximum. L'État algérien, depuis 1962 à nos jours, à travers les différentes constitutions, y compris la dernière constitution, l'État algérien se fait un devoir d'accorder, de placer l'éducation, le secteur de l'éducation nationale, parmi les priorités de l'État. Effectivement, chaque année scolaire, l'État algérien met des moyens conséquents pour la prise en charge et pour assurer une place pédagogique à l'enfant algérien. Deuxième budget de l'Algérie après la défense. Exactement. Ça, il faudrait vraiment être malhonnête pour ne pas le reconnaître. Et d'ailleurs, le taux de scolarisation en Algérie, il dépasse... Allez, on ne va pas dire il dépasse, sinon ils vont nous dire qu'on est mieux que la Suisse. Que c'est faux. Il est l'égal de celui de beaucoup de pays civilisés. L'État a mis des moyens énormes pour la construction d'établissements scolaires. Il y a des classes en sureffectif, effectivement, pour la bonne et simple raison que la démographie est galopante. Et le grand problème du développement en Algérie, pas seulement pour la prise en charge des élèves, des enfants de 6 ans, c'est la démographie galopante. Tant qu'on n'aura pas réglé le problème de la démographie galopante, on aura toujours des classes en surcharge. Il y a la démographie galopante, il y a le déficit en réalisation d'infrastructures de la part d'entreprises qui soumissionnent pour construire des établissements scolaires mais qui n'arrivent pas à respecter les délais. L'État a mis tous les moyens. Il y a le transport scolaire, il y a les cantines, il y a les UDS pour la santé. Alors où est-ce que ça cloche exactement, Ahmed? C'est sur le plan pédagogique. Pour ce qui est du contenant, sur le plan macro, l'État algérien fait le nécessaire. Là, il n'y a rien à redire. Maintenant, sur le plan micro, sur le plan des contenus, sur le plan de la vision stratégique de l'école algérienne, malheureusement, depuis 2002, depuis le lancement de la réforme, pour moi, c'est la réforme avec un petit R, parce que dès le départ, il y a eu des dérives, de graves dérives pédagogiques, psychopédagogiques, que l'on traîne jusqu'à maintenant. Et de nos jours encore, on traîne d'autres dérives. Il y a eu des dérives au départ de la réforme.
Et d'autres dérives viennent encore se greffer depuis quelques années. Vous parlez de tous les efforts qui ont été mis par l'État pour encourager l'école. Les moyens matériels et financiers. C'est une évolution qui a commencé juste après l'indépendance, oui, avec des millions d'écoliers scolarisés. Cette évolution qui a commencé en 1962, elle s'est arrêtée quand, Ahmed Tessa? L'évolution, c'est-à-dire la prise en charge matérielle... L'évolution de l'école algérienne de manière générale. Alors, cette évolution positive, quand est-ce qu'elle a commencé à s'arrêter? D'accord. Il y a deux grandes périodes. Il y a la période de 62 jusqu'à la moitié des années 1980. L'école algérienne, bien que son logiciel pédagogique, je n'y adhère pas à 100%, mais la gestion de ce système scolaire était prise en charge par des gens compétents. Ils avaient le souci de respecter les normes pédagogiques internationales. Et il y a eu de très bons résultats. C'est l'âge d'or de l'école algérienne, de 62 à 1980. L'enfant algérien était pratiquement trilingue à la fin du lycée. Moi, j'ai des camarades, je n'étais pas fort en langue arabe parce que j'ai fait mon cycle primaire durant la Révolution, durant la colonisation, donc je n'ai pas fait d'arabe. Mais j'ai des collègues francophones qui sont très forts en langue arabe, qui sont très forts en anglais. Et l'élève qui quittait l'école à la fin du primaire, il avait une maîtrise du français, il pouvait écrire des lettres. Et ceux qui arrivaient à l'université dans les années 60, 70 et début 80, ils étaient pratiquement trilingues. Hein. Cela nous amène à parler, Ahmed Tessa, d'un sujet extrêmement important, c'est celui de la formation des enseignants. Vous avez souligné notamment dans votre livre « Où va l'école algérienne » l'absence de formation initiale et de perfectionnement réel pour les instituteurs et les institutrices. Selon vous, quelles réformes prioritaires devraient être engagées aujourd'hui pour redonner à la formation des maîtres sa place centrale? Et comment on peut expliquer aujourd'hui le manque de formation qui touche principalement les enseignants de l'école primaire? Très bien. Non, le manque de formation, il touche tous les cycles. Hein. Les enseignants... Du primaire à l'université, vous voulez dire? Non, du primaire je ne parle pas de l'université jusqu'au lycée. L'écrasante majorité est recrutée sur diplôme. Bon, c'est une bonne chose que tout enseignant doit être titulaire d'un diplôme universitaire. Mais est-ce que le diplôme universitaire suffit à lui seul? Pas du tout. Est-ce que le recrutement sur concours, un concours, je dirais, un soi-disant concours, un tel recrutement n'est pas un recrutement viable pour choisir un futur enseignant. Et puis, est-ce qu'une formation en plein été de 15 jours est une formation? A-t-on idée de former un médecin, un chirurgien, un spécialiste en chirurgie en l'espace de 15 jours parce qu'il est médecin? Non. Un enseignant diplômé universitaire, pour être enseignant, doit faire une formation de minimum 2 ans. Est-ce qu'on peut parler qu'aujourd'hui la formation des instituteurs en Algérie est totalement insuffisante? Ils n'acceptent pas le terme instituteur, il faut parler de professeur d'enseignement primaire, d'école primaire. Hein, voilà. Il n'y a pas de mal à dire instituteur aussi. La noblesse, elle est dans le mot instituteur. La signification du mot instituteur, c'est instituer l'humanité en l'enfant. C'est une définition d'André Malraux. Le professeur d'enseignement. Alors, il y a les ENS qui forment. Les écoles nationales supérieures. Mais elles sont en nombre insuffisant et elles ne répondent pas à 100% des besoins du secteur. C'est pour ça qu'on recrute dans le tas. Et quand on recrute dans le tas, à la va-vite, on forme à la va-vite, l'impact dans la classe est négatif.
malgré la bonne volonté de cet enseignant. Deux, le programme de formation des ENS. Les ENS sont une création française. Nous ne faisons que reprendre. Les ENS en France, elles avaient vocation à former des professeurs de lycée, mais la majorité n'allait pas enseigner. Ils allaient dans les grandes sphères du pouvoir. Car c'était de grandes écoles de formation, les ENS. Le programme de formation des ENS, il traîne un déficit en pédagogie pratique, en psychologie de l'enfant et dans les sciences qui sont dédiées à l'éducation et aux apprentissages scolaires. Alors que dans les instituts technologiques de l'éducation, nous avons 50 en Algérie. Ils ont été bradés en 1990. C'était le FMI qui avait imposé. C'est le FMI qui avait imposé de cesser la formation des enseignants parce qu'elle coûte. Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui... en 1990, oui. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Ahmed Tessa, sans vexer quiconque, que la formation et la qualité de formation de nos professeurs d'enseignement primaire baissent année après année? Pas seulement primaire, y compris ceux du moyen et du lycée. Et ça va se répercuter sur la formation des élèves? Bien sûr. Ils ont la maîtrise de la discipline qu'ils enseignent. C'est un licencié de mathématiques, il est censé... On ne va pas douter de sa compétence dans la matière. En mathématiques, oui. Il n'y a pas de problème. Il est licencié de physique, c'est sûr qu'il maîtrise la physique. Mais enseigner, ce n'est pas seulement maîtriser la discipline qu'on doit enseigner, c'est aussi connaître la pédagogie qu'il doit utiliser. C'est connaître la psychologie de l'enfant ou de l'adolescent qu'il a en face de lui. C'est connaître le b.a.-ba de la psychologie, de la chronobiologie, de la docimologie, des neurosciences. C'est une culture professionnelle, solide, dont il a besoin pour aller enseigner. Dans votre livre « Où va l'école algérienne ?», vous parlez aussi d'un risque de faillite pédagogique concernant les élèves. Est-ce que les taux élevés de redoublement au cycle primaire, moyen et secondaire traduisent en quelque sorte cette faillite pédagogique? Bon, la faillite pédagogique, elle n'est pas seulement liée à l'enseignant, Oui. parce qu'il y a d'excellents enseignants en Algérie, il n'y a rien à dire. Il y a le programme. Les programmes scolaires sont obèses. Nous avons une vision, le ministère de l'Éducation nationale a une vision quantitative. Plus on enseigne, plus c'est mieux. C'est comme ça qu'ils pensent. Or, c'est faux. En pédagogie, c'est enseigner peu, mais bien. Donc, les programmes sont obèses. La méthode d'enseignement du primaire au lycée, c'est la mémorisation, le parcourisme de la part de l'élève. Une mémoire hypertrophiée et des fonctions intellectuelles supérieures complètement rabaissées. La compréhension, l'analyse, la synthèse, l'esprit critique, l'esprit créatif, tout ça n'est pas mis en valeur dans les programmes et dans la méthode d'enseignement. Et encore moins dans la pratique pédagogique. Et ça, c'est très grave. Là est la faillite. Là est la faillite de l'enseignement en Algérie. C'est l'élaboration des programmes, le choix de la méthode ou des méthodes pédagogiques, et surtout des contenus. Est-ce que tout ça, Ahmed Tessa, ce que vous décrivez comme un risque de faillite pédagogique, est-ce que tout ça se traduit à la fin par le taux de réussite au baccalauréat qui, comme vous le savez, en Algérie avoisine les 50%. C'est un taux qui a augmenté, qui était de 10 et de 20% dans les années 80 et 90, alors que dans certains pays européens, le taux de réussite au bac est de 90%. Comment est-ce qu'on explique ce taux mitigé en Algérie d'environ 50%? Est-ce que c'est une mauvaise chose ou au contraire, ça confirme un peu la difficulté du bac algérien? Écoutez, le bac est une création française. C'est Napoléon qui l'a créé en 1806.
les pays anciennement colonisés par la France et certains pays qui ont, pour la France, du temps de Napoléon, ils ont pour elle les yeux de chimène, comme dirait l'autre, utilisent toujours le bac comme seul tremplin vers l'université. Ce n'est pas un indice de viabilité, de fiabilité d'un système scolaire. C'est clair. Les bacheliers qui rentrent en première année d'université, je prends l'exemple français, y compris les étudiants de première année maghrébins, dont la majorité sont des Algériens. C'est 75% qui échouent en première année universitaire. Y compris les élèves français, les étudiants français qui sont à l'université. Ceux qui sont dans les grandes écoles, les enfants de X et de Y, ceux-là, c'est l'élite, c'est la crème. Et pourtant, ils sont bacheliers à 90%. Y compris en Algérie, le taux de redoublement en première année universitaire, il était effarant. Il fut un temps, les années 92-93, où Bab Zouar enregistrait jusqu'à 70% de redoublant. Ça veut dire en première année. En fait, le but, c'est avoir son bac et puis c'est tout. Il n'y a plus de mobilisation de l'étudiant à l'université. C'est ce que vous décrivez. Le bac, avoir le bac, le rêve de l'élève de terminale, c'est aller à l'université. Mais on lui donne des modalités d'apprentissage pour qu'il réussisse à aller à l'université. Ce sont des modalités antipédagogiques. Apprendre par cœur, ils apprennent par cœur même les formules de mathématiques, de physique et de chimie. Même la philosophie en Algérie, elle n'est plus enseignée comme elle était enseignée dans les années 60-70. Maintenant, c'est des questions-réponses. Et il y a pourtant beaucoup d'élèves et de lycéens et d'étudiants qui réussissent, Ahmed Tessa, juste parce qu'ils apprennent par cœur. C'est tout, mais c'est justement. Et puis la triche. On favorise. Alors, cette méthode-là favorise la triche et la fraude. S'il n'y avait pas cette méthode d'enseignement, il n'y aurait pas de triche. Je ne vais pas tricher parce que l'épreuve qui va être donnée ne s'adresse pas uniquement à ma mémoire, mais elle s'adresse à mes capacités intellectuelles, telles que l'analyse, l'esprit critique et tout. Or, ce genre d'épreuve n'existe pas. On va parler d'une manière générale du système éducatif algérien. On a bien compris dans votre introduction que vous parlez d'un changement d'évolution qui a pu commencer au milieu des années 80. Cela coïncide avec la montée de l'islamisme en Algérie. Vous n'aimez pas trop le mot islamisme, le wahhabisme, mais vous parlez de wahhabisme. Notre invité la semaine dernière, Kamal Chekhat, a aussi mis l'accent sur le danger du wahhabisme. Est-ce que vous considérez que le wahhabisme a menacé à une certaine période l'école algérienne? Il la menace toujours. Il la menace toujours. Il n'y a qu'à lire, il n'y a qu'à étudier les contenus des manuels scolaires de certaines disciplines et de certaines matières au primaire. Comme par exemple? Eh bien, l'éducation islamique. Alors qu'il fut un temps où on enseignait, les années 60, 70, 80, on enseignait l'éducation civique, morale et religieuse. À travers ces trois matières en une seule, un seul cahier, un seul livre, on transmettait à l'élève les valeurs humanistes et universelles que véhicule le Saint-Coran. القيم الإنسانية اللي راهي موجودة في القرآن. C'est ce qui était transmis à l'enfant. À partir de 1990, avec l'apparition du wahhabisme au grand jour, dans certaines institutions, dans la nôtre,
on a supprimé les CMR, c'est éducation islamique. Ce n'est plus de l'éducation, c'est de l'enseignement. Au motif qu'on enseigne le Coran. Mais on enseigne beaucoup de hadiths. Et quel type de hadith, Dieu seul sait. Et la manière dont c'est enseigné, c'est toujours la manière de la mémorisation. Un enfant de 6 ans, ou de 7 ans, ou de 8 ans doit apprendre par cœur une sourate de 2 pages ou un hadith de 3 pages. Donc pour vous, il vaut mieux se concentrer sur l'apprentissage, sur la transmission des valeurs. La transmission des valeurs, l'apprentissage du Coran, au lieu d'autres apprentissages qui peuvent être soumis à d'autres interprétations. Alors, pour ce qui est du Coran, l'apprentissage du Coran, la mémorisation du Coran, il y a la mosquée, il y a les écoles coraniques, il y a la maison. À l'école, je lui donne l'essentiel de ce que véhicule le Coran, à savoir les valeurs. Et ces valeurs, elles sont morales, elles sont sociales, elles sont humanistes, elles sont universelles. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On enseigne le rite beaucoup plus que transmettre les valeurs. Ahmed Essa, il y a eu cette très grosse polémique de l'apprentissage de la langue française dans l'école algérienne. Depuis la rentrée scolaire 2023-2024, le programme français n'est plus enseigné dans les écoles privées du pays. Les autorités ont exhorté fin août de l'année 2023 les responsables de tous ces établissements à respecter les nouvelles directives sous peine de sanctions. Donc, fin du double programme qui permettait dès lors à 600 écoles privées de proposer à la fois le programme national et le programme français. Était-ce une bonne idée ou pas? Bon, ce n'est pas la première fois que je vais intervenir sur cette thématique. Mais elle reste d'actualité. Oui. Le double programme est une arnaque pédagogique. Enseigner les maths en arabe et puis les enseigner en français, la physique la même chose, les sciences la même chose. L'enfant n'est pas un robot. Et la manière d'enseigner, c'est ça le grand problème des écoles privées. S'il y avait eu une approche pédagogique, intelligente, qui fera que ces élèves ne soient pas mis sous tension et sous pression par le double programme. Il y a un chemin pour utiliser. Eux, l'essentiel, c'est que ces élèves soient bons en français. Les maths, la physique, la chimie, qu'on l'enseigne en arabe, en français ou en chinois, c'est la même chose. Voilà. Si vous voulez les traduire vers le français, pourquoi ramener le programme de France? Travailler sur le programme algérien, c'est universel. En le traduisant en français, par exemple. En traduisant, pas tout. Pas tout. Et puis, pourquoi faire une évaluation du programme français et une évaluation du programme algérien? Mais Ahmed Essa, honnêtement, est-ce normal que des élèves des écoles publiques en Algérie apprennent le programme d'un autre pays? En l'occurrence, la France. Est-ce que c'est normal ou pas? Eh bien, c'est une question de souveraineté. Nous avons un programme national. Il vaut ce qu'il vaut. Il n'est pas du tout brillant. Il faut lutter sur le terrain pédagogique en apportant des propositions concrètes pour l'améliorer. Chose qui ne se fait pas malheureusement. Mais enseigner un programme, l'histoire de France, je ne suis pas d'accord. La géographie de France, je ne suis pas d'accord. Soyons clairs là-dessus. C'est une question de souveraineté. L'Algérie pose une condition, c'est que ces écoles doivent enseigner le programme national. Maintenant, leur donner des activités optionnelles, c'est tout à fait normal. Renforcer ou enseigner les maths ou la physique ou la chimie ou les sciences
dans des horaires qui ne dérangent pas l'enfant et d'une manière où on ne le met pas en pression, pas de problème. Vous êtes aussi l'auteur du livre L'impossible éradication, l'enseignement du français en Algérie, dans lequel vous traitez le statut de la langue française. Quelques années après la sortie de ce livre, Ahmed Tessa, est-ce que vous considérez que l'apprentissage de la langue française est en voie d'éradication en Algérie? Quand la décision, c'était en 2022, quand la décision d'introduire l'anglais au primaire, les wahhabites algériens, qu'ils soient dans les syndicats ou dans les partis politiques, ou dans les établissements scolaires, ont fait la fête. Pas pour célébrer la langue anglaise, mais pour célébrer c'est des monolingues. Ils la disparition du français. Ils ne connaissent pas l'anglais. Ouais. Un Algérien qui ne maîtrise pas qui ne connaît pas le français, maîtrisez moyennement s'il le faut, n'accédera jamais à l'anglais. Dans la langue anglaise, il y a 25 000 mots français. L'Angleterre a été colonisée par la France pendant 4 siècles. Eh oui. 25 000 mots français. Pourquoi notre génération n'a pas eu de problème à parler, à écrire en anglais? C'est parce qu'on avait la maîtrise du français. Ces gens-là qui fêtent l'introduction de l'anglais au primaire, ce n'est pas par amour de l'anglais. C'est pour enlever le français. Et ils le disent, on va le supprimer. Réponse du président de la République, il a été clair. Éloigner l'idéologie de l'école. Deuxièmement, le français est un butin de guerre. Ça veut tout dire. Un butin de guerre arraché par le sang de nos martyrs. Un butin de guerre qui nous a servi pendant la Révolution à rédiger l'appel du 1er novembre, à rédiger la plateforme de la Souma, à travailler les opinions publiques internationales et surtout à l'intérieur de la France par le mouvement national du temps de l'étoile noire africaine jusqu'au FLN. Et pourtant, on continue de qualifier le français comme langue du colonisateur. Et l'anglais, c'est quoi? C'est un autre colonisateur, mais pas le nôtre. Mais un autre colonisateur aussi. Et la langue française, François Yvetot, Raymond Péchard, Henri Maillot, Pierre Chollet et son épouse, ces dizaines le réseau Janson, Henri Alleg, Georges Hadjadj, Maurice Audin, ces gens-là, Européens de souche, Algériens de cœur, se sont sacrifiés pour que l'Algérie vive libre. Ils ont embrassé la cause algérienne. Natifs d'Algérie, ils se sentaient algériens, frères et sœurs de ceux des membres du FLN et de l'ALN. Ils parlaient français. Donc la langue française. Alors là, dans ces conditions, ceux qui ont souffert du colonialisme anglais, ils sont nombreux, ils sont beaucoup plus nombreux que ceux qui ont souffert du colonialisme français. Ils doivent rejeter la langue anglaise. Allez-y dire aux pays du Golfe. Mais cette éradication dont vous parlez dans votre livre, Ahmed Tessa, n'est-elle pas vraiment en marche, notamment avec cette décision de cette rentrée scolaire 2025, 1 heure d'enseignement du français en moins dans les écoles? Bonne question. Je reviens toujours au propos du président de la République. Lors de sa première intervention, lors de son premier mandat. L'anglais est une langue internationale, nos étudiants doivent la maîtriser. Bon. Sous-entendu que toutes les langues doivent être maîtrisées. Il donne ce cap. Il dit l'anglais au primaire. Bon, on lui a dit que ce serait bon d'avancer l'anglais au primaire pour qu'il soit bon. Non, ce n'est pas la solution. La solution, elle est d'ordre pédagogique. Est-ce que l'anglais au primaire va régler le problème? Pire, les enseignants d'anglais, ils ont été recrutés à la va-vite
D'ailleurs, c'est étonnant. On a généralisé l'enseignement de l'anglais en l'espace d'un clin d'œil. On a trouvé les enseignants pour ça, les enseignants, des gens qui ont un diplôme. Certains étaient en chômage pendant 10-15 ans. La Ben Saken, ils sont venus, ils enseignent sans aucune formation. On revient à 62, lors de la première année scolaire, où on allait recruter dans les cafés, dans les bains morts. Ça, c'est le témoignage des inspecteurs de l'époque. Des gens qui savaient écrire, qui avaient lu le Coran et qui avaient un minimum en langue arabe pour qu'ils puissent enseigner l'arabe. Et ils n'étaient pas nombreux, évidemment. Et non, ils étaient patriotes. Ils sont venus alors qu'ils n'avaient aucun niveau. Et la même chose en français. On a recruté des moniteurs qui avaient juste le niveau de certificat d'études. Et ce n'est pas évident qu'avec un tel profil, tu aies de la qualité. Et vous dites aussi, Ahmed Tessa, qu'il est impossible d'enseigner 4 langues au primaire. Bien Ça veut sûr. dire que, selon ce que vous dites, un élève à l'école primaire ne peut pas apprendre en même temps l'arabe, le français, l'anglais Le tamazirt. et le tamazight. Le tamazirt. Ouais. Bien sûr. Pourquoi l'enfant au primaire, il a besoin de quoi? Il a besoin d'un repère stable, son enseignant ou son enseignante. Maximum 2 enseignants ou 2 enseignantes. C'est parce qu'il est à un âge où il a besoin d'être mis en sécurité affective. Et la présence de 4 enseignants, ça le déroute. Et quel type d'enseignant? Quel profil? Aucune formation. Je parle de l'anglais. Et aussi du français et de l'arabe, puisque eux aussi, ils ont été recrutés directement. Mais comme ils sont plus jeunes, nous sommes le seul pays à le faire. La Suisse, c'est Ajaba, la Suisse. 3 langues officielles et nationales. L'italien, l'allemand et le français. Et le romanche. C'est 4 langues. 4 langues officielles. 4 langues. Il n'y a que 2 langues au primaire. Et est-ce que vous comprenez... Et l'anglais est en première année moyenne. Et est-ce que vous comprenez le fait que certains parents, de nombreux parents, refusent que leurs enfants apprennent tamazirt à l'école? Alors je disais, en un clin d'œil, on a recruté, on a généralisé l'anglais, alors que tamazirt, qui est langue nationale et officielle, ça fait 25 ans, elle n'a pas été généralisée. Et que des enseignants et que des parents refusent, et que certaines administrations scolaires exigent une autorisation parentale pour que leur enfant rentre en classe de tamazirt, ça veut tout dire. Et on ferme les yeux. Le ministère de l'Éducation nationale ne dit rien. Langue nationale et officielle, motus et bouche cousue pour sa généralisation. L'anglais, langue étrangère, généralisé en l'espace de 3 mois. Ce qui me fait mal au cœur, le ministre de l'époque, qui a introduit l'anglais au primaire, il nous a dit qu'il a mis sur place une commission d'experts, entre guillemets, qui a proposé l'anglais au primaire. Quels sont ces experts? On aimerait bien les connaître. On aimerait bien débattre avec eux. Quels arguments ils nous ont donnés? Nous avons des arguments. Moi, j'ai des arguments pédagogiques, scientifiques. La confusion, ce qu'on appelle le calque grammatical, le calque linguistique, la confusion dans les graphies, la confusion dans les prononciations. 4 graphies différentes. Le tamazirt, l'arabe, le français et l'anglais plutôt... Je reviens à ma question
est-ce que vous comprenez les parents d'élèves qui ne veulent pas que leurs enfants apprennent Tamazight? Non, je ne comprends. Comment ça s'explique? Je ne comprends pas pourquoi le ministère de l'Éducation nationale n'applique pas la Constitution. Donc pour vous, ça devrait être imposé. Et donc les parents ne devraient pas avoir... C'est la Constitution qui l'impose, langue nationale et officielle. Que ces parents me disent, c'est parce qu'il y a des problèmes techniques pédagogiques, à la limite, jamais ils ne le diront. Ils disent non pour des raisons idéologiques. Ça, c'est connu. Et parfois, il y a des parents qui disent que je préfère que mon fils ou que ma fille apprenne l'anglais, qui est une langue plus internationale, oui, qu'autre chose. Mais l'anglais, il est enseigné à partir de la première année, oui, moyenne. Personne ne s'est posé la question, Khaled, personne. Et c'est de la malhonnêteté de la part des experts. L'arabe est enseigné de la première année primaire jusqu'à la terminale, 13 ans. Le français est enseigné depuis la troisième année primaire jusqu'à la terminale, 10 ans. L'anglais est enseigné de la première année moyenne jusqu'à la terminale, 7 ans. C'est largement suffisant. Beaucoup suffisant, comme dirait l'autre, pour faire de nos bacheliers des trilingues. On ne s'est pas posé la question, malgré toute cette durée d'apprentissage, en arabe, il n'est pas fichu de faire une demande d'emploi. Ne parlons pas de l'anglais, ne parlons pas du français. C'est là la question cruciale. Pourquoi, de la première AM jusqu'à la terminale, nos enfants ni n'écrivent ni ne parlent l'anglais? Et la même chose pour le français et l'arabe à un degré moindre. On passe au dernier thème qui concerne le volume horaire et les horaires. Beaucoup de spécialistes, dont vous, préconisez un début de la classe le matin plus tard que 8 heures. Certains spécialistes disent que le début des cours pour un élève à 8 heures du matin, c'est trop tôt, et que parfois l'élève qui se réveille à 6 heures ou 6h30, qui doit faire un trajet, arrive fatigué et commence fatigué, et qu'on devrait commencer à 9 heures du matin. Quel est votre avis sur la question? À quelle heure la classe doit commencer le matin? Écoutez, là c'est le dossier des rythmes scolaires, ou bien de l'utilisation du temps scolaire en fonction des rythmes biologiques de l'enfant. Ça, c'est la science qui étudie ça, c'est la docimologie. On ne peut pas parler seulement de cet horaire de 8 à 9 heures où effectivement l'enfant est en état de vigilance basse. C'est à partir de 9 heures, avec un pic entre 11 heures et midi, un pic progressivement de 9 heures. L'état de vigilance monte. Et le pic, il est entre 11 heures et midi. De 8 heures à 9 heures, il est très bas, pour des raisons, le sommeil, la fatigue, le trajet et tout. Mais on ne va pas s'attaquer uniquement à cette tranche horaire de 8 à 9. Il faut aussi voir la tranche de l'après-midi. La tranche de l'après-midi. C'est à partir de 14h30, 15h que l'état de vigilance augmente. Augmente, oui. Or, en Algérie, l'heure d'œuvre de l'enfant, quand il rentre en classe à 8 heures, on lui donne les matières essentielles, la langue arabe ou les mathématiques. De 11 heures à midi, comme ils ne connaissent pas la chronobiologie, ils se disent 11 heures midi, d'abord au primaire à 11 heures, ils s'arrêtent. L'élève s'arrête à 11 heures. C'est-à-dire que là où il est en état de vigilance, il s'arrête pour aller à la cantine. Il reprend les cours à 13 heures. Or, à 13 heures, il est en état de somnolence, pas seulement de vigilance basse. Et on lui donne des matières à apprendre. Alors, quel serait, selon vous, le volume horaire idéal? On commence à quelle heure le matin? On commence à quelle heure l'après-midi? Si vous étiez demain ministre de l'Éducation nationale, ça serait quel début de classe le matin et l'après-midi? Je vous invite à lire mon article paru dans le Watan d'il y a 2 semaines, je crois. Le dossier, il est global. Le dossier des rythmes scolaires, il est global.
il y a ces horaires dont je viens de parler, période de vigilance basse. Malheureusement, on met les matières essentielles. Période de vigilance haute, où l'enfant est en pleine concentration avec une capacité d'attention très forte. Et là, il ne travaille pas, il va aller, le primaire, il va à la maison à 15h, à 14h30, il va à la maison, et entre 11h et midi, il va à la cantine. Mais il y a autre chose, Khaled. Il y a les normes. Eh bien oui, la distribution des disciplines, le nombre de disciplines à enseigner, leur distribution, leur volume horaire hebdomadaire. Il y a des normes scientifiques et internationales. Je vais vous donner une seule, si on a le temps. On a le temps? Une seule. Une seule. La norme internationale, volume horaire hebdomadaire, c'est-à-dire le nombre d'heures pendant la semaine pour la langue d'enseignement. En Chine, c'est le mandarin, en France, c'est le français, en Angleterre, c'est l'anglais, en Algérie, c'est l'arabe. Le volume horaire hebdomadaire de l'arabe ne doit pas excéder 20% du volume horaire global. Le volume horaire des maths, des sciences, de l'éducation mathématique, de l'éducation islamique, l'histoire, géographie et tout. Le volume horaire de l'arabe ne doit pas excéder 20%. Pour qu'il y ait une distribution du volume horaire adéquat pour les autres matières. Le volume horaire de l'arabe en Algérie, il a toujours oscillé entre 70% et 50%. 4 fois la norme internationale. C'est de la folie. Ils croient, les gars du ministère croient que c'est pour rendre service à la langue arabe. Et non, on ne lui rend pas service. On risque de l'étouffer et les enfants, à chaque fois, ils font de l'arabe. L'arabe, conjugaison, et arabe, imla, ayaw. Ils sont fatigués, surtout avec la méthode qui est utilisée. Donc il y a un phénomène de rejet de la matière, et puis on grignote sur le volume horaire des autres matières. Le volume horaire d'une langue étrangère à enseigner, c'est une séance par jour. Une séance pleine par jour. Malheureusement, en Algérie, même l'anglais, ils ont introduit l'anglais avec un horaire en deçà de la norme. La norme, c'est minimum 5 heures. Alors, 3 petites questions pour terminer notre émission. Question simple nécessitant réponse simple. Ahmed Tessa, faut-il supprimer le portable à l'école? Bien entendu. Y compris la tablette numérique. Même les tablettes? Mais bien sûr, c'est grave. La Suède vient de les supprimer. La Suède qui est pays pionnier. Ils ont introduit la tablette numérique pour remplacer le manuel en 2013. Ils viennent de le supprimer en 2023 après une évaluation. Baisse des apprentissages, baisse de la capacité d'attention et de concentration, beaucoup de déficits. Ils ont remarqué beaucoup de déficits et baisse du niveau. Donc, retour au bon vieux cahier et stylo. Manuel, bien sûr. Faut-il supprimer le bac? Manuel est bonne, la tablette est bonne à la maison. Hein. Faut-il supprimer le bac? Ah ben oui. Eh ben oui. Une petite anecdote. L'ambassadrice de Finlande est venue rendre visite à Madame la ministre de l'Éducation nationale. J'ai assisté à l'entrevue. À l'ancienne ministre, oui. Madame Rabret. Madame Rabret. Oui. Et je lui ai posé la question, Madame, Son Excellence l'ambassadrice, comment vous organisez le bac chez vous? Elle a rigolé. Elle nous a ri au nez. C'est l'université qui organise. Nous, on donne le certificat de fin d'études secondaires. En fonction de tes bulletins, de ta spécialité, de ta filière, c'est l'université qui organise, qui choisit. Et là, tu as une université de qualité. Tu ne lui en vas pas du tout venant. Et puisqu'on a parlé de Madame Rabret, je vais vous poser la même question que je lui ai posée en 2017, quand elle était ministre de l'Éducation nationale. Faut-il supprimer Internet pendant les examens du bac? D'abord, il faut supprimer le bac et on n'aura pas d'intérêt à supprimer l'Internet. Oui, mais tant l'Internet. qu'il y a le bac encore, faut-il encore couper Internet pendant les examens du bac? C'est un aveu d'impuissance
que de supprimer l'Internet. Il y a d'autres moyens, il faut être vigilant, faire confiance aux enseignants qui surveillent, aux équipes qui surveillent. Le bac, l'organisation du bac coûte au bas mot 100 milliards de centimes chaque année. C'est de l'argent qui part. Non, il faut supprimer le bac et revoir les modalités de passage. Moi, je parle de l'admissibilité délivrée par le quitus, délivré par le lycée, et l'admission finale qui sera du ressort de l'université. Ahmed Tessa, pédagogue et auteur, merci d'avoir été notre invité pour parler d'éducation et de la rentrée scolaire qui a eu lieu donc hier 21 septembre. Merci, à bientôt. Merci à vous tous. C'est moi qui vous remercie. Et à la semaine prochaine. Et bonne rentrée pour les enfants.